Politiquement correct sur Espace. Des empoignades, les juristes, les journalistes qui mènent le débat. Tous les vendredis 20h sur Radio Espace. Jacques Lewaleno. Bonsoir, merci encore de nous rejoindre. Je vous l'ai dit pour ce premier numéro au menu ce soir, le coup d'État en Guinée. Le président Alpha Condé et tout son gouvernement ont été évincés le 5 septembre 2021. La junte militaire, dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya, promet d'assainir la gestion et de réécrire une nouvelle constitution qui prendra en compte les réalités du pays. Aucune information pour l'instant sur la durée de la transition, mais un gouvernement d'union nationale est annoncé dans les prochains jours. Déjà, quelques mesures importantes sont prises contre les anciens dignitaires. Il leur est interdit de sortir du pays pendant toute la période de la transition. Leurs comptes sont gelés et les secrétaires généraux des départements ministériels sont invités à faire parvenir les bilans de gestion au comité national pour le rassemblement et le développement. Pendant ce temps, la communauté internationale condamne, demande la libération du président déchu Alpha Condé et le retour à l'ordre constitutionnel normal. La CEDEAO, qui a suspendu le pays de toutes ses instances mercredi dernier, a dépêché ce vendredi même une mission de haut niveau conduite par le président de la commission Jean-Claude Kassigou. Et des questions, pas des moindres, continuent de se poser. Quelles sont les implications juridiques de ce changement de régime ? Quelle signification donne-t-on à l'expression « retour à l'ordre constitutionnel » ? Quel mécanisme devrait-on employer pour connaître une transition réussie ? Quelles influences des organisations internationales sur les politiques actuelles ? Nos invités spécialistes du droit prennent la parole et par pédagogie nous expliquent tout. D'abord ici en studio avec Dr Moussa Fanta Kourouma, juriste constitutionnaliste, universitaire, habitué de cette émission. Et depuis Strasbourg en France, Mohamed Kamara, juriste consultant de cette émission, et depuis Paris, Jean-Paul Kotembeduno, juriste. Tous les deux sont doctorants en droit. Aboubacar Diaby, expert en sécurité internationale, qui nous répondra depuis Washington aux États-Unis. C'est le premier coup d'État réussi en Guinée alors que le premier dirigeant est en fonction, mais ce n'est pas le premier coup de force tout simplement. 1984 et 2008, peut-être nous ne maîtrisons pas tout. Qu'est-ce qui les caractérise et qu'est-ce qui les distingue? L'histoire des coups d'État en Guinée, et nous commencerons par là d'ailleurs. Ce sera avec Dr Mamadou Dinde Diallo, historien universitaire. Il nous répondra depuis Kindia, notre invité de parcours. Il est bien là en studio. Ali Mané, qui est donc professeur de mathématiques, ancien contrôleur de gestion à la Sogipa, et peut-être pour mieux le présenter aussi, c'est l'ancien président du mouvement d'Addis doit rester. On est en train de tirer les leçons du passé et puis se projeter sur l'avenir. Encore une fois, bienvenue à tous. Vous aurez certainement la possibilité, vers la fin de cette émission, d'intervenir à nos canaux habituels. Alors, Moussa Fanta, avant d'aller bien entendu à Kindia, nous étions en train d'analyser déjà dans la première partie ce qui nous a conduit à cette situation. La question, c'était donc de savoir qu'est-ce qui a pu tout chambouler, alors qu'il y avait des espoirs qu'avec les civils tout irait mieux, parce que les civils nous avons arrêtés en 84, donc on a repris seulement en 2010. Oui, justement, je pense que l'espoir était permis après le départ du régime militaire, du général Lansana Conté, paix à son âme. Mais à mon avis, celui qui est venu finalement après le régime militaire n'a pas su, n'est-ce pas, tenir toutes ses paroles, n'a pas su travailler selon les principes qu'il avait annoncés quand il était n'est-ce pas, dans l'opposition. Et finalement, il a voulu, ou il a même fait trop de politique, ce qui a, n'est-ce pas, tout tué. Parce qu'en quelque sorte, il était au pouvoir, mais il n'avait pas la possibilité d'appliquer ses propres principes du fait de l'influence, n'est-ce pas, de son entourage. De son entourage et surtout de son engagement à faire la politique toujours. Donc nous partons à Kindia. À Kindia, d'où nous avons Dr Mamadou Dinde Diallo. Bonsoir. Oui, bonsoir Jacques.
Bienvenue donc à cette émission. J'étais en train de le dire tout à l'heure. C'est peut-être le premier coup d'État qui est perpétré et qui réussit, alors que le président est en fonction, mais ce n'est pas le premier que le pays a connu. Qu'est-ce qui, bien entendu, distingue les trois coups d'État que nous connaissons, bien entendu, les uns aux autres? Oui, merci Jacques pour l'invitation. Bonsoir à tous les invités. Bonsoir à tous nos auditeurs. C'est une question importante. Vous dites 3 coups d'État en Guinée. En réalité, nous sommes au 4e coup d'État en Guinée. Alors, pour preuve, je vais vous le dire, c'est que le 3 avril 1984, il y a eu le premier coup d'État qui a envoyé le colonel Lansana Conté au pouvoir. Et puis, il y a eu une tentative de coup d'État le 5 juillet 1985 par Diarra Traoré. Et puis, on a le coup d'État, n'est-ce pas, réalisé par Dadis Camara et son groupe en 2018. Et maintenant, le coup d'État du 5 septembre du colonel Mamadi Doumbouya. Donc, en réalité, nous sommes à 4 coups d'État, dont 3 réussis. Alors, vous me demandez la différence. Évidemment, vous l'avez dit tout à l'heure à l'entame que le coup d'État du 5 septembre 2021, là, oui. C'est le coup d'État qui a eu, n'est-ce pas, lieu pendant que le président est en exercice. Le coup d'État de 1984, le président Sékou Touré était mort et il y a eu dissension entre les dirigeants et l'armée a fait irruption. En 1985, le coup d'État, c'est une tentative qui n'a pas réussi, donc elle n'a pas bien réussi. Mais celui de 2018 aussi, c'était après la mort de Lansana Conté, justement, que l'armée a fait irruption. Alors, la différence, c'est que les 2 autres coups d'État qui ont réussi ont eu lieu sur des cadavres des présidents, pendant que celui-ci, il se fait à chaud du vivant du chef de l'État. Du point de vue historique, donc, quels enseignements pouvons-nous tirer, puisqu'il y a forcément des événements qui ont conduit à ces prises de pouvoir par l'armée. Du point de vue de l'historien, comment est-ce que vous pouvez expliquer ce qui est arrivé en 84 et qui a été répété au moins 2 fois, peut-être même 3 fois, comme vous nous le précisiez? Mais alors, le problème, c'est le problème de l'alternance. La question de l'alternance, il faudrait qu'elle soit claire et précise dans notre Constitution. Et il faut qu'elle se soit respectée. Voyez-vous, le premier coup d'État disait que la Constitution de 84 disait que le président, en cas d'empêchement du président, c'est le Premier ministre qui prend le pouvoir. En 84, le Premier ministre qui devrait prendre le pouvoir, n'a pas pu le prendre parce que simplement la famille présidentielle ne pensait pas, n'accepterait pas que ceci soit. Et c'était lui, Lansana Béavogui, qui était le Premier ministre. C'était à lui. Mais puisque le comité central du PDG ne s'est pas entendu, alors les militaires ont profité de cette situation pour faire émission. En 2018, c'était également un problème de transmission de pouvoir. Vous vous rappelez que c'était un problème de 3e mandat, c'était un problème de changement de constitution, et puis l'Assemblée n'était pas légitime. Et donc, lorsque le président est mort, il n'y avait pas de structure pour pouvoir, n'est-ce pas, le remplacer de façon naturelle, et donc l'armée a également fait irruption. Dans ce cas précis, nous pouvons voir de loin le problème du 3e mandat, nous pouvons voir de loin les problèmes sociopolitiques, nous pouvons voir de loin les problèmes économiques qui assaillaient la population. Et donc, c'était une marmite qui bouillait et la population ne savait plus à quel sens se vouer et il n'y avait pas d'issue favorable. Et c'est ainsi que la mangue étant mûre, pour l'accueillir, c'était facile. Et il y a eu une révolution de palais
c'est une révolution de palais parce que le colonel Doumbouya fait partie du palais. Oui, est proche du président. Donc c'est une révolution de palais. Alors l'autre chose, est-ce que finalement les militaires, les 3 militaires qui ont réussi à faire leur coup d'État, Lansana Conté, Dadis et puis Doumbouya, ont quelque chose en commun? Ce qu'ils ont en commun, d'abord, c'est tous des gens bien formés, qui étaient des officiers de l'armée et qui avaient une certaine aura sur la troupe. N'oubliez pas que Lansana Conté a été chef d'état-major adjoint de l'armée. Et n'oubliez pas qu'il a fait ses preuves pendant la guerre, n'est-ce pas, en Guinée-Bissau, où il a, n'est-ce pas, conduit des troupes. Le Dadis Camara, un capitaine qui s'occupait du pétrole, et qui était très enclin avec, n'est-ce pas, la troupe, et qui a réussi donc à fédérer la troupe pour pouvoir prendre le pouvoir. Donc vous avez vu le colonel Mamadi Doumbouya, qui s'est fait voir pour la première fois en 2018 lors de son défilé magistral, et qui a ébloui toute l'Afrique d'ailleurs, pas seulement la Guinée. Alors, ces forces spéciales sont devenues vraiment spéciales dans l'armée. Et donc, il avait de l'aura, il avait ses portes d'entrée. Et donc, ce qui les lie, c'est que ce sont des officiers qui avaient pignon sur rue dans l'armée. Alors, une dernière question pour ce qui était docteur Dindé en termes de gestion des différentes transitions, des 3 transitions donc, que nous avons connues. Laquelle, à votre avis, a pour l'instant réussi? Bon, alors, moi je parlerai sincèrement de la première transition, c'est-à-dire la transition 1984-1990. 84-90, la Guinée venant de loin, avec un régime socialiste à pouvoir centraliser, on a réussi à instaurer la démocratie en 1990. Ce n'était pas évident. Beaucoup pensent, à tort, que la Guinée, n'est-ce pas, est rentrée dans le sillage de la démocratie après le discours de la boule. C'est à se tromper. En réalité, Lansana Conté était avant le discours de la boule. Il a voulu, n'est-ce pas, instaurer la démocratie. Et il s'est inspiré du modèle américain. Il a voulu le bipartisme. Mais les politiques ont forcé la main et ont imposé qu'il y ait le multipartisme intégral. Lansana Conté avait peur de l'ethnostratégie. Il a voulu que la Guinée ait 2 partis politiques, qu'on s'inspire, comme, n'est-ce pas, le font les Américains, ou bien, allons plus loin, on va dire, comme ça se faisait au Fouta théocratique, où il y avait le camp Soria et le camp Al-Faya, et c'était donc le bipartisme qu'ils ont voulu. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu, mais toutes les institutions républicaines ont vu le jour sur ce régime. Le processus de 2018 n'est pas allé jusqu'au bout, parce qu'il n'y a pas eu de référendum sur, n'est-ce pas, la Constitution. C'est une erreur grave. Oui. Et les politiques ont raté les pas. Au lieu qu'on aille à des élections d'abord législatives, des élections communales, puis aux élections présidentielles, comme c'était le cas, que c'est prévu, alors on a dit non, allons d'abord aux élections présidentielles, quitte à celui qui va prendre le pouvoir pour pouvoir organiser les autres élections. Merci. Ce qui nous a entraîné plus tard dans un cycle infernal de grève, de manifestations. Merci beaucoup, docteur Mamadou Dindé Diallo. Je rappelle que vous êtes historien universitaire, donc à l'université, vous êtes chargé de cours à l'université de Kindia. Bonne nuit du côté de Kindia. On revient ici en studio. Si vous écoutez donc cette histoire, vous vous dites il y a peut-être des erreurs qui ont été commises en 2008, mais est-ce que, comme il l'a dit déjà, vous qui avez observé la première transition en 84, que c'était mieux fait avant bien entendu, ce qui est arrivé en 2008, Ali Mané? Bon, moi je pense que je rejoins entièrement M. Diallo. Effectivement, quand il dit qu'en 84, quand l'armée a pris le pouvoir sous le général Lansana Conté,
Il a fallu attendre jusqu'en 90 pour qu'on parle de démocratie et pour qu'on mette en place les toutes premières institutions démocratiques dans notre pays. Donc de 84 à 90, on a eu une transition de 6 ans. Et tout cela vient justement, et c'est ce qui d'ailleurs a fait que cette transition a réussi. C'est ce que je disais tantôt. Est-ce que le temps, la durée de la transition est importante? Absolument. Et voilà, je pense que, en tout cas, quand on observe, on se dira que c'est encore... cette durée de la transition, elle est extrêmement déterminante dans la mise en place des structures démocratiques, dans la mise en place des institutions démocratiques, dans la mesure où on a déjà sous la main un exemple qui a réussi. Bon, vous allez peut-être dire que c'était un régime militaire, etc., etc., mais au moins le général Lansana Conté... Oui, d'accord, le général Lansana Conté avait réussi, ça il faut le lui reconnaître, ça c'est à son actif. Quand on parle de RPG, on parle de UFDG, on parle de l'UNR, etc., l'UNR qui a existé avant, tous ces partis-là ont existé sous le magistère du général Lansana Conté. Ça veut dire qu'il y a eu une transition réussie qui nous a amenés vers la démocratie. Sauf que vers la fin du régime du général Lansana Conté, dans un état grabataire, bon, malheureusement... Là, on peut bien dire que c'est la gestion du pouvoir, parce que de la transition, il ne s'est pas retiré, et de cela, nous allons en parler tout à l'heure, parce que Lansana Conté ne s'est pas contenté de gérer tout simplement la transition, il s'est accroché au pouvoir. Nous partons donc, nous reviendrons à Limané. Nous partons donc à Strasbourg pour retrouver Mohamed Camara. Bonsoir. Bonsoir, M. Jacques. Bonsoir à tous les auditeurs et téléspectateurs d'Espace. Vous suivez donc cette actualité de très loin, et on va aller, bien entendu, à l'explication juridique de ce qui vient d'arriver. Mais déjà, est-ce que vous avez vu tout ceci venir? Alors, bien entendu, sans être dans le secret, mais vous savez, quand... la République de Guinée est une république, donc c'est pas un caravansérail, donc c'est un état de droit. Donc quand vous voyez ceux qui ont fait ce qu'on appelle le blanchiment de la règle de droit pour faire passer des trucs alors qu'il y avait une incohérence juridique de bout en bout, vous voyez un ministre dire à une constitution que c'est un chiffon, et vous voyez un premier ministre dire qu'il préfère l'ordre à la loi, oubliant que l'ordre est le résultat de la loi. Or, vous ne pouvez vous rendre compte de l'impact de la violation du droit que lorsque vous êtes touché. On a coutume à rappeler cela. Et vous savez, dans votre émission, M. Jacques, on a répété cela à maintes reprises. Mais quand vous parlez beaucoup en expliquant, même l'élève qui est au niveau de l'école primaire fait ce qu'on appelle la science d'observation. Quand on était à l'université et on a fini, on est allé jusqu'au niveau des antennes pour faire ce qu'on appelle les séances d'explication. Quand vous n'êtes pas entendu, vous faites ce qu'on appelle le silence d'observation. Donc, ce n'est pas étonnant. En fait, c'est deux situations qui n'étaient pas du tout en rapport avec la loi, qui se sont confrontées. Alors aujourd'hui, on va parler tout à l'heure bien entendu des explications juridiques, mais déjà une question toute simple: est-ce que c'est un coup d'État qui est intervenu derrière un autre coup d'État? Je pense que les textes n'ont pas été respectés pour passer au niveau de ces élections-là de cette manière. Parce que l'article 51 n'était pas un fondement. Il y a d'autres qui ont dit que c'était la légitimité pour passer, ce n'était pas un fondement. Il y a l'arrêt de la Cour, donc le rapporteur qui a dit que bon, il y a l'esprit général de la Constitution qui le permettait, ce qui n'était pas du tout exact, parce que l'esprit général de la Constitution, c'est de dire que la Constitution, c'est le texte le plus suprême d'un État et elle doit être respectée en tant que Constitution. Donc tout cela en termes de méli-mélo, et puis voilà, après le Premier ministre l'ancien est venu dire, bon, après tout, bon, il préfère l'ordre à la loi. Donc c'est tout ce qui a amené toute cette situation-là.
Moi, je pense que... Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que la Constitution de 2020, quoi qu'elle n'ait pas été acceptée par l'ensemble de la population guinéenne, ne donnait pas la légalité au pouvoir du président Alpha Condé? Bon, vous savez, en tant que juriste, les cours et les tribunaux, une fois qu'ils prononcent des arrêts, ça s'impose à tout le monde. Et vous savez, le rôle des universitaires ne devrait pas être mal vu, parce que c'est un thème de sonnette d'alerte pour dire attention, ce n'est pas du tout une très bonne chose, et ainsi de suite. Mais le plus souvent, quand c'est comme cela, finalement, ceux qui violent les textes de loi sont applaudis, et ceux qui disent, bon, respecter les textes de loi sont mal vus. Finalement, on transforme la petite vertu de ceux qui dénoncent un mauvais comportement, et on applaudit les violateurs comme si c'était... Et finalement, on dit, oh, ici c'est la Guinée, oh, ici c'est la Guinée. Or, vous n'allez vous rendre compte de l'impact de la violation des textes de loi, et lorsque ça vous touche. Finalement, les institutions devraient reposer sur les textes de loi. C'est-à-dire, à partir du moment où vous dites que vous préférez l'ordre à la loi, ne soyez pas étonnés qu'un autre ordre vienne mettre de l'ordre dans votre ordre, sans que vous ne soyez sauvé par l'ordre découlant du respect de la loi. C'est un peu ce qu'il faut voir. Donc, ça crée une sorte de méli-mélo juridique. Finalement, on ne se retrouve pas. Au-delà donc de tout ceci, donc, de manière très claire, vous reconnaissez tout de même qu'à partir du moment où la Cour constitutionnelle a validé ce référendum, a validé donc cette constitution, on peut estimer que le président Alpha Condé était quand même à la tête d'un pays, avait toute la légalité de gérer notre pays à la suite du troisième mandat. Je prends la question, le commentaire, je vous le laisse. Encore une fois, quand vous prenez les textes de loi dans une république, à partir du moment où vous ne respectez pas du tout les textes de loi et vous vous adossez derrière votre force physique en fragilisant les textes de loi, ne soyez pas étonnés que d'autres viennent également. C'est la logique du plus fort. Vous voyez un peu. En tant que juriste, moi, je suis toujours légaliste. Donc, c'est pourquoi je ne me mettrai pas à dire, bon, voilà, telle action est fondée, n'est pas du tout fondée. Les manquements ont commencé très tôt. Rappelez-vous qu'avec la prestation du serment, vous savez, il y avait 4 mots qui étaient omis, à la fois dans le serment, mais aussi dans le discours de Feu Kelefa. Ce n'était pas une simple omission, c'était une double omission. Donc, c'était pour éviter tout cela. Alors, mais quand vous dites, voilà, faites respecter, respectez et faites respecter, finalement, l'administration devient trop politisée. Dès que vous parlez, on dit, non, mais écoutez, c'est l'air des temps. Ou bien, voilà, il est à la sorte de l'opposition. Alors que ce n'est pas du tout cela. C'est-à-dire que, encore que, être un opposant, ce n'est pas une illégalité, mais chacun doit jouer son rôle. À la presse, de forger l'opinion publique, aux autorités de gérer mais conformément à la loi, à l'opposition de s'opposer mais conformément à la loi. Donc, si chaque entité gérait de cette manière-là, on n'allait pas se retrouver dans cette situation. Mais maintenant, il faut finaliser cette analyse-là pour aller maintenant vers de l'avant. D'accord. Nous allons en parler tout à l'heure. On parlera bien entendu de ce qu'il va falloir faire pendant cette transition pour éviter de retomber dans les mêmes erreurs. Mohamed, vous restez donc en repérage. Nous marquons une petite pause et juste derrière, nous allons nous retrouver. Salut à tous, c'est Mambo sur Espace. Retrouvez-moi des empoignades, les juristes, les journalistes qui mènent le débat. Tous les vendredis 20h sur Radio Espace. C'est aussi les News People, les vidéos du net qui...